Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle conversation Unext Central Supélec. Aujourd'hui sur le thème de l'architecture d'entreprise, est-elle toujours pertinente face à l'agilité? Donc pour cette conversation, je serai donc moi-même Pierre-Frédéric Auberti, je suis donc responsable pédagogique de formation à l'architecture des systèmes d'information pour Centrale Supélec Executive Education, accompagné d'Olivier Jose, IT Distinguished Engineer chez Michelin. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'inviter. Donc oui, Olivier Jose, je travaille dans les systèmes d'information Michelin dans l'équipe d'architecture d'entreprise. Parfait. Donc notre thématique aujourd'hui est l'architecture d'entreprise est-elle toujours pertinente face à l'agilité? Donc on va d'abord bien poser cette problématique, qui est une problématique fortement d'actualité pour les équipes d'architecture. Donc je commencerai par présenter un certain nombre d'éléments de contexte et notre vision de cette problématique pour introduire la conversation. Ensuite, Olivier nous fera le plaisir d'un retour d'expérience chez Michelin, où l'équipe d'architecture connaît actuellement une transformation importante avec la conception et le déploiement d'une démarche de continuous architecture. On a trouvé que c'était un retour d'expérience particulièrement intéressant à partager par rapport à cette thématique. On conclura donc cette heure d'échange par donc une session de questions-réponses. Donc vous pourrez poser par l'intermédiaire de la section questions du chat toutes les questions que vous souhaitez, qu'on pourra donc dépiler avec Olivier. Alors je vais commencer effectivement par un certain nombre d'éléments de contexte, avec pour moi deux éléments qui sont majeurs à prendre en compte dans la construction de notre système d'information aujourd'hui. D'abord, le fait que le numérique est devenu un sujet absolument central dans les entreprises, je dirais dans le top 3 des sujets privilégiés des directions générales, parce que le numérique est absolument partout et induit des transformations majeures de tous les secteurs d'activité. Et puis le deuxième paramètre, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus complexe et incertain, ce qui a été dénommé sous l'acronyme VUCA, et que là aussi, ça va forcément induire des modes de fonctionnement, notamment dans les projets, qui vont être différents. Donc le numérique, je pense que tout le monde est convaincu sur l'omniprésence du numérique aujourd'hui dans nos vies. Le numérique a généré des opportunités d'affaires nouvelles, a permis l'émergence notamment de géants du numérique. Le numérique est partout. Il a développé aussi des nouveaux usages, une relation différente au numérique maintenant, avec une prolifération de solutions numériques sur différents types de terminaux, plus seulement des PC, mais aussi maintenant, bien évidemment, majoritairement des smartphones, et puis le développement aussi d'objets connectés qui fait que il y aura de l'intelligence dans tous les objets de notre quotidien et de notre environnement. Ce qui est particulièrement clairement visible quand on regarde le développement exponentiel des objets connectés, que ce soit dans la vie quotidienne ou que ce soit dans le monde des affaires, dans l'industrie en particulier, où on parle d'industrie 4.0. On a une explosion du nombre d'objets connectés, donc du numérique qui se loge absolument partout, qui va générer beaucoup de données, qui va générer beaucoup d'opportunités aussi de création de valeur. Ça, c'est le premier paramètre. Donc, le numérique omniprésent. Le deuxième paramètre, c'est effectivement le monde VUCA. Donc, cet acronyme, je pense, commence à être bien connu, mais je le rappelle. Donc, c'est l'acronyme qui désigne donc 4 paramètres du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est la normalité, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Volatile, incertain, complexe, ambigu. Et ces 4 caractéristiques ayant émergé, alors suivant le US Army War College, je dirais après la chute du mur de Berlin, et initialement l'US Army War College a défini cet acronyme pour expliquer la fin de la guerre froide et d'un monde bipolaire vers un monde multipolaire, beaucoup plus compliqué d'ailleurs à prévoir et à gérer. Et ça a été repris à partir des années 2000 dans le monde des affaires,
pour expliquer effectivement la situation dans laquelle on est, dans une économie qui est mondialisée, très ouverte, avec beaucoup d'échanges, mais aussi avec beaucoup d'incertitudes et des événements majeurs qui peuvent survenir et totalement bouleverser un secteur d'activité. Alors, on a un bon exemple avec la pandémie, le coronavirus, qui aurait dit fin 2019 que l'année 2020 allait avoir le profil qu'elle a eu. Cet événement a totalement chamboulé un certain nombre de secteurs. Donc, c'est clair que aujourd'hui, on est dans cet environnement-là et qu'il faut s'adapter. Il faut être capable de réagir et de faire face à cette caractéristique particulièrement difficile à gérer. Donc, dans ces caractéristiques, je note tout d'abord la complexité. Et la complexité, pour moi, elle implique d'avoir une vision globale des choses, donc d'être capable de prendre une certaine hauteur de vue, de prendre du recul pour voir les situations dans leur ensemble et de voir aussi les connexions, les liens qu'il y a entre les tenants et les aboutissants d'une situation ou d'un système ou d'un produit. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une des choses qui est au cœur des activités d'architecture, donc qui vont légitimer qu'on continue à avoir des architectures, des activités d'architecture dans ce nouveau contexte. Le deuxième corollaire intéressant du monde VUCA, c'est la volatilité et l'incertitude et l'ambiguïté ont amené à la mise en place de nouvelles démarches de transformation, de nouvelles méthodes projet, avec, on va le voir, donc la généralisation de démarches agiles. Parce que quand on est dans une situation où on ne maîtrise pas complètement tous les paramètres, eh bien, la boucle de feedback est notre ami, c'est-à-dire le fait d'essayer de comprendre, d'essayer de tester des choses, de construire et d'avancer par itération, et à chaque itération d'essayer de valider que l'itération qu'on a réalisée va dans la bonne direction, que c'est un succès et qu'on peut bâtir dessus et par itération successive arriver à une solution qui marche. C'est devenu beaucoup plus difficile de tout prévoir à l'avance, donc de tout planifier, donc de connaître l'intégralité, par exemple, des besoins sur un nouveau projet. Et une approche itérative permet effectivement de faire face à cette incertitude et à cette volatilité, donc, à être réactif et à savoir réagir rapidement. L'autre paramètre que je voulais mettre en exergue sur ce point-là, c'est la boucle de feedback, c'est aussi une boucle d'apprentissage, c'est-à-dire que l'équipe ou l'entreprise devient apprenante, et au fur et à mesure des itérations, dans la phase de retour d'expérience, de bilan d'itération, on va pouvoir apprendre quelque chose, formaliser ce qu'on aura appris, et plus on sait de choses, plus on accumule de connaissances sur une situation, plus on réduit l'incertitude et l'ambiguïté, et donc on progresse vers la solution. Donc ces approches agiles qui se généralisent permettent cette boucle de feedback apprenante, qui permet à l'équipe de progresser et de maîtriser cet environnement VUCA que je viens de décrire. La conséquence, c'est que dans cet environnement-là, eh bien l'agilité, les démarches agiles, les approches agiles, qu'elles soient Lean, Scrum ou autres, s'imposent de plus en plus, et sont passées d'une situation où elles étaient encore relativement confidentielles dans la décennie des années 90 à quelque chose qui est devenu majoritaire aujourd'hui. Je voulais m'appuyer sur cette enquête d'HP qui montre que, en gros, à partir de l'émergence des géants du numérique, que je mettrais vers 2007, qui ont montré qu'avec ces approches agiles, on pouvait avoir beaucoup de succès. Ces approches se sont généralisées. Donc, c'est le démarrage des grands programmes de transformation numérique dans les entreprises qui mobilisent de plus en plus donc des démarches agiles
hein, et une généralisation je dirais même des démarches agiles, hein, parce qu'on ne les fait plus de manière confidentielle sur quelques projets, mais on les fait passer à l'échelle, comme on dit, hein, on les généralise sur un ensemble de projets, si bien qu'aujourd'hui, je dirais que les nouveaux projets qui démarrent aujourd'hui dans les entreprises sont assez majoritairement faits avec ce type d'approche. Voilà. À ce sujet, je voulais demander à Olivier, est-ce que quelque part vous pouvez aussi témoigner sur ce que vous avez vu et l'émergence de l'agile dans les projets IT chez Michelin par rapport au timing qui est indiqué ici à partir des années 2010? Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez constaté? C'est exactement ça. On a dû commencer de mémoire en 2009, donc on est vraiment sur ce timing-là. Et c'est une transformation d'ailleurs qui est toujours en cours chez nous, puisqu'on a une très très grande majorité de nos équipes qui sont en mode agile. On a quelques cas encore qui peuvent être sur une approche cycle en V ou hybride, mais ça a à peu près suivi cette courbe-là. Alors peut-être un peu plus compliqué au début parce que c'était dans un acteur industriel comme Michelin où la méthode projet cycle en V était très imprégnée. On a mis un peu plus de temps à décoller. Par contre, je dirais qu'en 2013-2014, on a vraiment vu une inflexion dans la courbe. Et maintenant, entre 90 et 95% des sujets qui démarrent sont faits avec une méthode agile. Ok, merci pour ce retour. Alors j'en viens donc au cœur du sujet hein, qui nous intéresse aujourd'hui. Je voulais revenir tout d'abord sur le rôle qui est dévolu aux architectes hein, dans les entreprises, euh, qui est un rôle qui est finalement d'aider et d'animer hein, dans la construction de solutions de systèmes d'information et le développement progressif et la transformation du SI de l'entreprise. Euh, j'ai représenté ici une image d'un plan. Hein. C'est vrai que les architectes travaillent sur des modèles, sur des schémas qui permettent de visualiser un système d'information ou une solution applicative en particulier, avec un objectif euh, d'être un outil d'aide à la décision et de communication hein, entre les différentes parties prenantes de ce projet. Ça permet de comprendre quelle est la situation actuelle de l'entreprise et également de proposer des situations cibles, hein, donc euh, des scénarios d'évolution hein, du SI de l'entreprise et de dessiner des trajectoires de transformation hein, possibles de cet existant vers cette cible. Hein. Donc, ça permet véritablement d'adresser la complexité et de permettre à l'entreprise de réaliser sa vision hein, et de transformer progressivement son système d'information. Alors, ça va nous amener à faire de l'architecture à plusieurs niveaux. Hein. Là, ce que je voulais indiquer avec ce schéma, c'est finalement il y a une interrelation extrêmement forte entre la technologie, à la fois le logiciel, l'infrastructure, et des sujets non techniques, hein, comme des sujets métiers, hein, les acteurs humains, l'organisation, les processus métiers. Parce que finalement, les deux doivent être conçus de concert si on veut que ça fonctionne correctement. Donc, quand on fait de l'architecture aujourd'hui des systèmes d'information, et c'est pour ça que le titre de notre conversation est centré sur l'architecture d'entreprise, hein, c'est que la thématique, ce n'est pas uniquement architecturer les solutions technologiques, mais c'est également voir comment est-ce que ça s'intègre dans le parcours client, dans le fonctionnement des utilisateurs et comment ça peut aussi impacter potentiellement l'organisation et les processus de l'entreprise. Donc, ces sujets-là doivent aussi faire l'objet d'un travail d'architecture, euh, d'où mon terme effectivement d'architecture d'entreprise. Donc, pour en arriver au cœur de notre problématique, avec l'émergence, si vous voulez, de l'agilité, hein, qui va nous permettre de gérer ces nouveaux paramètres VUCA, un certain nombre de modes de fonctionnement du passé ne vont plus être possibles. Hein. Souvent, les activités d'architecture sont associées à des phases amont des projets, ce qu'on appelle les phases de cadrage,
dans lesquels on prend un certain temps pour concevoir la cible et le gros du travail d'architecture se passe à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu remis en cause. Premièrement, parce qu'on n'a pas toutes les informations pour faire une conception relativement détaillée dans les phases amont. Et ensuite, parce que ça serait probablement pas suffisamment rapide. Donc, on a une grosse remise en cause de ce qu'on appelle ici sur mon schéma le Big Design Upfront, hein, qui est une phase d'architecture un peu massive qui aurait lieu en début de projet, avec, à contrario, hein, porté par les tenants de l'agilité, ce concept d'emergent design, hein, ou d'architecture émergente, hein, par opposition à ce qu'on appelait auparavant l'architecture intentionnelle, donc celle qui est faite en amont et qui guide ensuite la réalisation des solutions. Donc cette notion d'architecture émergente qui finalement émergerait du travail de réalisation des équipes projets et qui quelque part pourrait rendre inutile le travail d'architecture intentionnelle, donc qui était fait en amont des projets. Donc cette vision un peu manichéenne des choses pose quand même la vraie question, hein, c'est que il est indéniable qu'on peut plus faire les mêmes tâches d'architecture amont qu'on faisait dans le passé si on veut fonctionner avec des équipes agiles, qu'il faut donc revoir complètement la façon dont on fait de l'architecture. Donc là, la question est volontairement provocante, hein, qui est de dire est-ce qu'on ne peut pas finalement supprimer totalement l'activité d'architecture, sachant que dans une démarche agile, on va être dans une logique de favoriser, hein, comme c'est indiqué ici sur le schéma, favoriser des petites équipes qui doivent être autonomes, qui doivent être responsables, qui doivent être capables de prendre un certain nombre de décisions à leur niveau, hein, et c'est ce qui permet d'avancer le plus vite, hein, et de motiver les équipes et d'obtenir des résultats rapidement. Donc finalement, toutes les décisions de conception peuvent être prises au sein de l'équipe même, et on se pose la question, effectivement, dans ce cas-là, de supprimer finalement les équipes d'architecture et donc de dire, comme c'est indiqué ici, que l'architecture émergera des choix qui sont faits par les différentes équipes. Alors, pour nous, la limite de cette approche-là, c'est que effectivement, quand on fait de l'agile à l'échelle, il faut bien imaginer que vous allez avoir dans certaines grandes entreprises, hein, et c'est le cas chez Michelin, hein, des dizaines, des centaines de personnes qui travaillent en mode projet, en mode agile, hein, et donc vous avez des équipes, une équipe agile, ça va être entre 7 et 10 personnes, donc vous allez vous retrouver avec une multitude d'équipes agiles, hein, et chaque équipe sera responsable d'un produit ou d'un sous-produit, et il y aura forcément beaucoup d'interactions entre ces différentes équipes, et donc on va avoir besoin de coordination, on va avoir besoin de définir quel est le périmètre de chacun, et on va quand même avoir besoin d'avoir une vision d'ensemble de comment ces différents sous-produits vont s'articuler entre eux, hein. Et donc il reste un travail d'architecture d'ensemble à réaliser, hein, d'une part, et puis d'autre part, au sein de chaque équipe, bien évidemment, il y aura un travail d'architecture qui sera à réaliser si on veut construire un produit de qualité qui a une certaine durabilité. Donc pour nous, il y a toujours de l'architecture à faire, il y a peut-être même encore plus qu'avant de l'architecture à faire pour que chaque équipe puisse être efficace sur son périmètre. La question est donc comment faire ce travail d'architecture, comment il est réparti entre les différents acteurs, à quel moment il doit avoir lieu, hein, et c'est là où, dans ces modalités pratiques, il peut y avoir un certain nombre d'ajustements à apporter dans les pratiques d'architecture. Sur l'idée que l'architecture reste toujours extrêmement importante, et en particulier les fonctions d'architecture d'entreprise, je mentionne ici une étude très intéressante de McKinsey sur le rôle de l'architecture d'entreprise dans des démarches de transformation numérique, où finalement ce qui ressort de cette étude, c'est que on a besoin d'un lien très fort entre le métier et la technologie, hein, pour réussir une transformation numérique. Donc il faut bien comprendre le métier, mais en même temps il faut que le métier comprenne bien la technologie. Et il se trouve que les équipes d'architecture
font ça bien, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de vulgariser la technologie auprès des métiers, qui en même temps sont capables de s'assurer que les projets qu'on embarque sont bien alignés avec les priorités métiers. Et le deuxième information intéressante dans l'étude, c'est que l'étude constate que quand on fait des transformations numériques qui ne sont pas cadrées avec un minimum d'architecture, on a un risque fort d'explosion de la complexité, hein, et de quelque part de dispersion, et d'avoir beaucoup d'initiatives de développement de solutions numériques qui sont mal coordonnées entre elles, avec potentiellement des impacts négatifs sur le moyen long terme. Ce que je disais déjà sur le slide précédent, hein, ça renforce finalement l'exigence d'avoir un travail d'architecture pour coordonner l'ensemble des initiatives et conserver donc une vision globale de ce qu'on est en train de construire. Alors il y a une citation intéressante que je rappelle, que de plus en plus de gens connaissent, hein, puisque c'est assez populaire aujourd'hui, c'est la loi de Conway. C'est quelque chose qui est relativement ancien, mais qui est particulièrement d'actualité aujourd'hui. Conway a noté finalement l'intime relation qu'il y a entre la façon dont les équipes d'ingénierie sont organisées pour construire des solutions et la structure de ces solutions. Si vous avez 4 équipes d'ingénieurs, assez généralement, vous allez trouver un système qui a 4 modules. Donc quelque part, il y a une relation étroite finalement entre les modes d'organisation des équipes projets et l'architecture des solutions qu'ils vont concevoir. Et donc c'est intéressant de voir qu'avec la généralisation de l'agile, hein, et l'agile à l'échelle, on a aussi l'émergence de patterns d'architecture logicielle, hein, comme les architectures de microservices ou les architectures orientées événements, qui sont en miroir avec ces modes d'organisation. Hein. Typiquement, sur une architecture de microservices, une équipe agile va être responsable de un ou plusieurs microservices, hein, mais le découpage finalement de notre solution est bien aligné avec le découpage organisationnel. Mais pour que tout ça fonctionne bien, il faut que ça soit pensé. Hein. Donc il y a à la fois une architecture de l'organisation et de la solution qui soit pensée, que on travaille à avoir un couplage lâche entre ces différentes sous-parties de la solution pour permettre justement aux équipes de rester autonomes et d'avoir des interfaces claires entre elles. Hein. Plus les équipes peuvent être autonomes, plus elles vont être efficaces et plus elles pourront fonctionner de manière agile. Donc tout ça renforce pour nous l'exigence d'avoir pensé son architecture correctement pour permettre justement aux équipes agiles de donner leur plein potentiel. Alors, quelques dernières idées que je voulais partager avec vous, et puis ensuite, je laisserai la parole à Olivier pour partager un retour d'expérience chez Michelin. Ce qu'on constate, hein, c'est que effectivement, à partir du moment où on va responsabiliser des équipes sur un livrable, hein, sur un produit, finalement, les décisions d'architecture doivent se prendre au sein de l'équipe et doivent se prendre pendant la construction du produit. Hein. Donc, on va avoir un repositionnement des équipes d'architecture. Je suis volontairement caricatural sur cette slide en disant que dans le passé, les architectes étaient souvent déconnectés des projets, étaient là pour définir des règles du jeu et s'assurer que les projets respectaient ces règles du jeu, et travailler sur les projets principalement en phase de cadrage, en phase amont, pour aider les projets à choisir un scénario de solution. Et ensuite, les projets étaient généralement laissés en autonomie. On est là dans une logique maintenant plus d'accompagnement, hein, des équipes sur le terrain. On va faire moins de design en amont dans les phases de cadrage. Par contre, on va accompagner l'équipe pour l'aider à prendre les bonnes décisions au fur et à mesure de ces itérations. Donc, quelque part, l'activité d'architecture se dilue un petit peu dans le temps, hein, et elle-même devient incrémentale, devient continue. Les décisions d'architecture n'appartiennent pas qu'aux architectes, hein, mais par contre l'architecte doit fournir un cadre
favorable, je dirais, à la prise de bonnes décisions d'architecture, donc faire un travail finalement de coaching auprès des équipes de terrain, ce qui est très intéressant, mais ce qui est aussi un travail un petit peu différent de ce qu'on a pu faire par le passé et qui nécessite un certain nombre de soft skills hein, qui nous paraissent essentiels et d'ailleurs que nous, on intègre comme étant une pièce maîtresse dans nos formations à l'architecture. Donc, je terminerai là-dessus. Hein. C'est le fait que pour réussir dans ce contexte-là, on a besoin d'architectes qui soient totalement à jour sur les technologies. Ça, c'est important, qui maîtrisent le numérique pour être crédibles vis-à-vis des équipes avec lesquelles ils vont travailler. Ils maîtrisent également l'état de l'art méthodologique, hein, donc ils connaissent parfaitement les méthodes agiles et d'agilité à l'échelle comme SAFe, et qui soient quand même capables de porter la bonne parole hein, sur le fait qu'on a toujours besoin d'avoir une architecture générale de nos systèmes qui soit maîtrisée et qui permettent ensuite aux équipes de faire avancer leurs produits en faisant les bons choix d'architecture dans un cadre sécurisant. Et qu'ils aient également donc toutes les compétences, les soft skills, hein, comme j'indiquais sur le slide précédent, hein, pour pouvoir communiquer avec toutes les parties prenantes, animer des communautés, interagir avec les équipes, avec les décideurs, ce qui quelque part a toujours été leur rôle, mais qui devient d'autant plus important dans le contexte actuel. Donc voilà les quelques idées que je voulais partager avec vous sur ce thème-là. Donc notre réponse est oui, l'architecture d'entreprise est toujours utile et même encore plus utile dans un monde où on généralise l'agilité. Par contre, elle ne peut plus s'exercer comme auparavant et ça implique donc une transformation des activités d'architecture dans les entreprises qui est en train d'avoir lieu, je dirais, ce qu'on constate nous dans toutes les grandes entreprises françaises et internationales, et en particulier donc chez Michelin, qui me paraît particulièrement pertinent en termes de retour d'expérience, avec une vraie démarche d'architecture continue que je vous propose donc de découvrir maintenant avec Olivier, et puis on pourra prendre des questions hein, sur cette première partie ou la deuxième partie, bien évidemment, à la fin de cette conversation. Voilà, Olivier, je vous laisse la main. Merci. Donc déjà, on s'inscrit complètement dans toute l'introduction que vous avez fait, donc les constats VUCA, les constats transformation numérique. On a fait le constat effectivement sur le slide suivant que c'était le bon moment pour revoir notre mode opératoire. Et en fait, en plus des problématiques qu'amène VUCA, qu'amène la transformation numérique, on rajoute une complexité qui fait que l'industrie du développement logiciel s'est déjà un petit peu transformée elle-même depuis plusieurs années avec des pratiques continues de développement, des pratiques continues de déploiement. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il restait quasiment que l'architecture qui n'avait pas fait cette transformation. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près 2 ans, on s'est lancé dans l'approche continuous architecture. Donc, on n'a pas été très innovant. On a pris continuous et on l'a posé devant les activités d'architecture. Et on a fait notre motto, c'est de dire qu'on ne peut pas délivrer des solutions qui supportent les enjeux d'aujourd'hui avec le même mode opératoire qu'on avait par le passé. Et c'est vrai que dans toute l'introduction qui a été faite, on se retrouve beaucoup parce que effectivement, on pouvait avoir le sentiment que dans le passé, les architectes prenaient les décisions un peu de façon centralisée. Il faut qu'on décentralise cette activité-là et qu'on permette aux équipes qui sont plus proches quand même des produits qu'elles vont délivrer de prendre ces décisions-là dans un cadre effectivement sécurisant. On a aussi mentionné le fait que le système d'information, et c'est vrai chez Michelin, mais dans n'importe quelle entreprise, c'est une multitude d'équipes qui collaborent. Et il faut qu'on arrive, grâce à des activités d'architecture entreprise, à garantir une certaine cohérence à l'échelle. Donc c'est un équilibre entre
je donne de l'autonomie aux équipes pour qu'elles puissent délivrer ce qu'elles ont à faire le plus vite possible, de façon la plus continue possible, tout en maintenant l'intégrité du système à l'échelle. Donc c'est ça qui a donné lieu finalement à la démarche Continuous Architecture, qui est finalement que la dernière étape de notre transformation agile, qui a commencé, comme on le disait, en 2009. Donc sur le slide suivant, on a commencé par essayer modestement de faire un manifeste, un peu comme on peut trouver le manifeste de l'agile. On a fait le manifeste de l'architecture continue. C'est quelque part nos croyances. Donc là, je vous montre celles de Michelin, mais quand on les partage un peu à l'extérieur, on peut se retrouver autour de ces croyances-là, autour des activités d'architecture. La première croyance qu'on veut exprimer, c'est qu'on architecture des produits, pas des projets. Évidemment, les projets vont et viennent, ils ont une date de début, date de fin, mais ce qui reste à la fin du projet, finalement, c'est souvent le produit. Alors, une application, une plateforme, un objet connecté, peu importe. Et c'est ça qu'on va architecturer sur le long terme, de la naissance de ce produit-là jusqu'à ce qu'on appelle son décommissionnement. Donc, on va retirer le produit du marché à quelque part. On l'a dit, il nous faut avoir une vision systémique. Alors, une vision systémique horizontale et verticale. Donc, horizontale parce que dans une entreprise comme Michelin, mais pas que, il y a des processus métiers, il y a des clients, donc on a souvent plusieurs contributeurs pour atteindre un même but. Donc, il faut que quand on design, on architecture une solution, on ait en tête tout cet écosystème-là. L'aspect vertical qu'on a nommé, qui est chez nous full stack, c'est de dire les architectes doivent être conscients de toutes les couches sur lesquelles vont être construits leurs produits. Donc des couches basses infrastructure, réseau, les middleware d'intégration, les serveurs d'application, etc., jusqu'à une connaissance fine des fonctionnalités, de la façon dont elles ont été développées. Et c'est en combinant l'aspect vertical et horizontal qu'on arrive à avoir une vision un peu vraiment systémique, holistique de ce qu'on cherche à construire. Troisième croyance, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on était très embarqué très tôt et finalement, le délivrable de l'architecte, c'était un document. Et donc, on validait l'architecture quelque part sur slide ou sur document Word. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on fait ça, ça marche souvent sur Word et sur PowerPoint. Mais dans la vraie vie, on peut avoir des difficultés quand on se met à implémenter cette architecture. Et donc, nous, on veut communiquer sur le fait qu'on prouve une architecture en l'implémentant. Et si on s'est trompé, c'est pas grave, on va pivoter et s'adapter. Mais c'est pas parce qu'on a validé un document qu'on a validé l'architecture, quelque part. Autre idée, un architecte, il doit être conscient, pour éviter un peu l'effet tourdier-bois ou un peu loin du terrain, que le produit qu'il va designer, architecturer, il va aller en production, donc il va servir des utilisateurs. Et donc, c'est ce qu'on a voulu indiquer en disant on a une responsabilité de bout en bout, en incluant l'opérabilité du produit. C'est-à-dire que si on conçoit un système qui, au bout du bout, n'est pas opérable en production, on n'a pas bien fait notre travail. Donc, il faut prendre en compte cet aspect. Je déploie quelque chose jusqu'en production et j'ai des retours clients ou utilisateurs. La suivante, elle est un peu, c'est celle qu'on a le plus de mal à expliquer sur le terrain. Avec l'agilité, on va proposer de prioriser les éléments de la backlog qui vont amener le plus de valeur à l'utilisateur, qu'ils soient internes ou externes. Et souvent, ces fonctionnalités qui ont le plus de valeur, elles ont la caractéristique d'impacter l'architecture de façon la plus forte possible. Et donc, ça veut dire qu'en appliquant le principe de l'agile, on commence à développer et à designer le système par les fonctionnalités les plus risquées. Et on veut faire passer l'idée que ce n'est pas très grave. Au contraire, il vaut mieux se mettre tout de suite à supporter ces fonctionnalités qui amènent de la valeur très tôt. Comme ça, OK, on aura peut-être des difficultés à les concevoir, mais au moins, on aura amené très vite, très tôt, de la valeur ajoutée aux utilisateurs. Et c'est un peu contre-intuitif. On essaye de minimiser le risque au départ, et là, on dit l'inverse. On dit commencer par ce qui peut potentiellement faire le plus mal, sachant que c'est ce qui va amener le plus de valeur. L'avant-dernière, c'est l'idée qu'il vaut mieux attendre avant de prendre une décision, d'avoir le plus d'informations possible. Donc,
toute la subtilité de cette croyance, c'est à quel moment il faut prendre la décision. Si c'est trop tôt, on n'aura pas suffisamment d'informations pour prendre la décision. Et si c'est trop tard, les équipes, en fait, elles n'aiment pas bien naviguer dans le flou. Et quand les architectes ne prennent pas de décision ou collectivement on ne prend pas de décision, ça peut générer de l'inconfort. Donc, à quel moment on prend une décision, jusqu'à quand on peut la retarder sans impacter l'équipe, plutôt que de prendre toutes les décisions très tôt avec pas forcément toutes les informations possibles et donc du coup une décision ou des décisions qui ne sont pas forcément exécutables ou pertinentes. Et la dernière, je pense que Pierre-Frédéric l'a dit, c'est que les activités d'architecture ne sont pas réservées aux architectes. Bien sûr, l'architecte a un savoir-faire, il va aider l'équipe, mais ce sont des activités d'équipe et les développeurs, les analystes, ceux qui travaillent sur le produit au quotidien, ils ont aussi des choses à dire sur l'architecture, ils peuvent faire des propositions, ce qu'on disait l'émergent, et il faut que ça devienne une activité d'équipe. Et finalement, l'architecte va transformer un peu son rôle. Il sera un peu le gardien du temple, il va s'assurer qu'on est bien, on s'intègre bien dans un écosystème et il va aussi essayer de faire monter en compétence son équipe pour que les activités d'architecture deviennent des activités d'équipe. Donc ça, c'est nos croyances. Et sur le slide suivant, on a voulu résumer ce qu'on appelle continuous architecture. On a trois piliers, en fait, donc les rôles, les rituels et les pratiques. Alors chez Michelin, mais je pense que ce n'est pas spécifique, quand on se benchmark un peu à l'extérieur, on a eu le même phénomène. On a vu fleurir ces dernières années beaucoup de types d'architectes. Architectes infrastructure, architectes réseau, architectes sécurité, intégration, data, enfin, beaucoup d'architectes, ce qui fait que quand on se met un peu à la place des équipes, pour faire de l'architecture, on avait pas loin de 6-7 architectes, on s'est dit c'est beaucoup trop. Donc on a rationalisé les rôles et on en a en réalité 3. On a l'architecte d'entreprise, qu'on n'a pas mis sur ce slide-là, mais qui est toujours là. Et puis, on a 2 architectes qui sont dans les équipes pour éviter le phénomène tour d'ivoire et puis avoir des architectes de terrain. Et donc, on a un architecte produit qui sera plutôt responsable d'avoir la vision un peu systémique, donc ce que je disais tout à l'heure, horizontale, fonctionnelle, les fonctionnalités, la connaissance des utilisateurs, et l'architecte full stack, qui est donc la partie horizontale que je mentionnais, verticale, pardon, qui lui aura une connaissance de toutes les couches sur lesquelles s'appuie son produit. Donc on a ces 2 nouveaux rôles-là, donc rationalisation des rôles, et puis on met en place des principes d'organisation apprenante où on va créer des communautés d'architecture, partager des pratiques pour permettre non plus de valider devant un comité l'architecture, mais plutôt de présenter la conception à laquelle on a pensé, pour avoir du feedback de nos pairs et éventuellement soumettre des problèmes qu'on n'a pas su résoudre pour faire en sorte de faire monter en compétence l'ensemble de la population de nos architectes. Donc ça, c'est les rôles. Ensuite, on a les rituels. Donc les rituels, c'est si on veut que les pratiques d'architecture soient ancrées dans la durée, eh ben, on a créé des rituels qui sont fréquents et qui ne s'arrêtent pas dans les phases amont. Donc, on a par exemple un rituel hebdomadaire où les architectes et l'équipe vont discuter des problématiques de conception, adresser les problèmes qui remontent de la production. On aura des rituels qui sont dédiés à l'apprentissage avec ce qu'on appelle des katas d'architecture. Donc, je peux venir exercer mes compétences d'architecte sur des sujets qui ne sont pas forcément les miens pour apprendre. Donc, des rituels qui sont ancrés dans la durée pour bien marquer que ce ne sont pas que des activités en amont. Et puis, des pratiques pour aider au quotidien nos architectes. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on ne valide pas l'architecture sur des documents. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire de documents d'architecture. Il faut bien parce que ça permet quand même d'expliciter dans l'équipe et à l'extérieur l'architecture qu'on a conçue. Donc, il y a un livrable d'architecture, donc on explique comment le faire. On a des kits au quotidien, comment prendre des décisions. Ça peut paraître simple, mais ce n'est pas si évident que ça. On a un processus de prise de décision et un kit qui aide les architectes à le mettre en place. Et puis, on peut aussi fournir des outils pour supporter les phases de modélisation, comme on le disait tout à l'heure. Dans le slide suivant, on fait le lien avec l'approche agile. Donc, quand on va créer une équipe et qu'elle va travailler sur un produit, on va commencer l'exercice par, on va dire, 4 à 6 semaines d'atelier où on va se servir de ce temps-là pour
créer l'équipe et l'aligner sur la vision du produit à délivrer et faire en sorte qu'au bout de ce temps-là, l'équipe soit prête à développer son produit. Je ne vais pas passer dans tous les ateliers parce que ça serait trop long, mais l'idée, c'est que sur cette frise-là, on voit l'agilité et l'architecture intimement liées. C'est-à-dire qu'on va commencer par regarder quelle est notre vision, quelle est notre étoile polaire, et puis on va s'intéresser aux utilisateurs, quels sont leurs problèmes, leurs douleurs, et on va commencer à mettre en face de ces problèmes et douleurs des fonctionnalités de notre produit, et puis on va regarder l'architecture, et on va compléter en disant sur les prochaines semaines, mon plan de mon équipe va ressembler à ça, et on se retrouve dans 3 mois à la fin de ma première itération. J'espère pouvoir livrer quelque chose en production. Et on aura cette approche, alors on ne prend pas 4 à 6 semaines tous les 3 mois, mais on aura cette approche avec un workshop d'architecture régulier, et c'est l'objet du slide suivant. Entre chaque MVP, on va se reposer la question avec l'équipe. On va faire un workshop d'architecture, alors qui a une durée qui varie entre 1 et 3 jours selon la complexité du produit en question, où on va mettre l'équipe, les architectes qui sont dans l'équipe, des gens qui représentent la production, des clients, des utilisateurs, et puis on va se reposer des questions pour regarder à 360 degrés tous les aspects de l'architecture métier, fonctionnelle, technique, le développement, et tous les 3 mois, alors on peut augmenter la fréquence, mais tous les 3 mois, on va se poser la question, voilà, j'avais dit que je ferais ça sur les 3 derniers mois, est-ce que j'ai vraiment fait ce que j'avais dit? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs les développeurs? Là, on va voir le design émergent qui va remonter, qui va rencontrer l'intention de l'architecte, et on va pivoter en fonction donc c'est un espace de partage, un espace de dialogue où on pivote tous les 3 mois ou tous les 2 mois, et on se dit, voilà, on avait prévu ça, on ne l'a pas fait, pourquoi? Et puis tiens, les utilisateurs nous ont remonté un feedback qu'on n'avait pas prévu, et on va changer d'avis, on va pivoter. Donc ça, c'est tous les 3 mois, et c'est comme ça qu'on a inscrit dans la durée ces pratiques d'architecture continue. Et je crois qu'il en reste un slide. Et il ne faut pas négliger que cette transformation-là ne se fait pas sans les hommes, les architectes, les hommes et les femmes. Et on a conçu dans Continuous Architecture ce qu'on appelle l'académie, c'est un ensemble de formations, d'offres de coaching, de mentoring, je mentionnais tout à l'heure les katas d'architecture pour apprendre. On a fait cette offre d'académie pour accompagner les architectes, parce qu'il ne suffit pas de mettre ça sur slide et dire voilà, c'est là où on veut aller. Il faut accompagner les gens, leur permettre de se former, d'apprendre, de pratiquer régulièrement. Et on a fait une offre qui vient compléter en fait la vision qu'on a de l'approche architecture continue. Donc vraiment, de façon très synthétique, c'est ce qu'on a fait sur les 2 dernières années. Et à date, pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près une centaine d'architectes chez Michelin pour environ 2000 personnes dans les systèmes d'information, une centaine d'architectes. À date, on en a touché une soixantaine qui sont en train de revoir leur pratique, de se réapproprier leur métier avec ce que je viens de vous raconter. Et donc, c'est pas fini. Il va falloir qu'on aille voir nos collègues américains, chinois, etc. pour partager ça de façon la plus large possible chez nous. Donc, on est qu'au milieu de cette transformation-là. Voilà, j'en ai terminé. Donc, je crois qu'on peut prendre des questions maintenant, Pierre-Frédéric. Super, parfait. Écoutez, merci beaucoup pour ce retour. On va pouvoir échanger avec les participants par rapport à leurs différentes questions. Alors déjà, j'ai un feedback positif. C'est pas une question, mais c'est un retour qui vous dit que la façon dont vous avez adapté le modèle SAFe paraît très pertinente et performante avec donc les architectes d'entreprise et puis les architectes à l'intérieur des projets. Donc ça, c'est bien. Moi, j'avais une question sur les livrables, parce qu'on n'a pas pu trop rentrer dans le détail. Donc, il y a un message qui était qu'effectivement, le livrable ultime, c'est un produit qui marche. On a bien compris ça. Néanmoins, on documente quand même cette architecture. Et on le fait plus forcément exactement comme avant. Il me semble que dans votre démarche, vous avez repris un certain nombre de
de livrables comme l'ADR par exemple, ou Hein. des éléments comme ça qui sont assez novateurs, enfin qui sont en tout cas pas ce qu'on produisait auparavant dans les dossiers d'architecture assez classiques. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces livrables justement? Alors, en fait, on a Il est là, mais... le livrable d'architecture, là, effectivement, qu'on voit sous la forme d'un arbre, il est composite. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, on avait un document dans lequel on décrivait un peu, on mettait les modèles, etc. Alors, on sort un peu de cette logique parce qu'on s'est rendu compte que plus le document est gros, moins on le met à jour finalement. Et comme on veut continuellement mettre à jour notre documentation, parce qu'il faut de la documentation, ne serait-ce que pour partager au sein de l'équipe à l'extérieur l'architecture du produit, on va composer ce livrable avec plusieurs éléments. On a effectivement la clé de voûte de l'architecture, c'est de prendre des décisions. Donc on met par exemple dans un repository de code, donc chez nous dans GitLab par exemple, on va loguer nos décisions au même endroit qu'on met le code source du produit à quelque part. Et du coup, ces décisions sont versionnées. On peut les rouvrir, mais elles sont versionnées. Donc, on a un repository de décisions d'architecture qui sont attachées vraiment au cycle de vie du produit, puisqu'ils sont à côté du code. On a des modèles. Alors, on a des modèles avec plusieurs points de vue. Donc, on utilise l'outil Archi, par exemple. Alors, un modèle, c'est une abstraction de la réalité. Ce n'est pas une représentation de la réalité, sinon c'est trop compliqué. Donc, un modèle, c'est forcément un parti pris sur ce qu'on va construire. Donc, c'est un parti pris métier, un parti pris technique, et on a différents modèles qui servent plusieurs vues du système. Et du coup, on va pas forcément aller dans un même niveau de détail en fonction du modèle dont on parle. On a aussi, alors on l'a pas inventé, mais on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ait une architecture qui soit communicable. Euh, En fait, le problème alors c'est pas le problème des architectes, c'est le problème des informaticiens, c'est qu'expliciter ce qu'on fait, c'est compliqué à des gens qui ne sont pas de notre métier. Donc l'architecture ne déroge pas à la règle et on a créé ce qu'on appelle la marketing architecture. Donc pour le coup, c'est un ensemble de slides, un PowerPoint, qui démocratise, vulgarise l'architecture du produit qu'on construit. Et ça permet d'aller expliquer dans des comités de pilotage, aux parties prenantes, aux sponsors, de façon la plus simple possible et la moins technique possible, le produit qu'on va délivrer. Donc c'est quelque chose qui est tellement générique et tellement haut niveau qu'il ne va pas satisfaire un informaticien, mais qui est essentiel pour communiquer la nature du produit qu'on va faire. Donc, on a vraiment tous les niveaux de livrables, du très communicant au très techniquement détaillé, aux décisions qui sont quasiment du code source. Très bien, merci. J'ai une question aussi sur le profil des architectes chez vous, puisque finalement, ce que vous disiez, c'est que vous aviez différents types d'architectes, puis au final, vous avez concentré sur trois profils, hein, et puis si on met l'architecte d'entreprise de côté, il y a le product architecte et le full stack architecte. Du coup, ça leur fait un spectre assez large. On imagine notamment un full stack architecte, c'est relativement ambitieux. Est-ce que les architectes que vous avez chez vous, du coup, sont en mesure de prendre toute la profondeur de ce poste-là, et sinon, comment est-ce que vous faites pour les faire monter en puissance pour complètement prendre la mesure du poste? Alors, je vais faire une réponse aux architectes, je vais dire ça dépend. euh, euh, alors, on a eu un premier problème qui était que, et ça je pense c'est vrai dans beaucoup de grands groupes, il y a eu dans les 15 dernières années un mouvement d'outsourcing d'un certain nombre d'activités d'informatique, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à avoir des partenaires, alors CGI, Accenture, enfin on les connaît, qui sont venus nous permettre de pourvoir des rôles techniques, développeurs, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a un peu perdu la maîtrise de la technologie, c'est-à-dire qu'on avait un barycentre qui s'est décalé, on connaissait le métier, le processus, les fonctionnalités, mais on avait perdu, puisqu'on avait délégué ça à nos partenaires, cette partie un peu technique. Et donc, on a retrouvé ça au niveau notre population d'architectes. On avait beaucoup d'architectes fonctionnels, métiers, et assez peu d'architectes full stack. Donc, une fois qu'on a fait ce constat,
on a décidé de réinternaliser cette activité-là. Et donc, effectivement, on est arrivé sur le deuxième problème. Donc, déjà, il faut identifier les personnes qui peuvent jouer ce rôle-là. Et effectivement, après, le gros problème du full stack, c'est c'est comme un médecin généraliste. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de faire un diagnostic du haut en bas, sans être un expert de tout. Il faut qu'il soit capable de faire ce diagnostic-là. Et effectivement, c'est pas si simple que ça de trouver des gens qui sont capables de faire, d'avoir quelque chose à dire sur le développement ou sur l'impact du réseau sur leurs produits, par exemple. Mais si on ne le fait pas, on a des gros problèmes parce que du coup, on design une solution sans prendre en compte, par exemple, les problématiques du réseau. Et quand on est dans l'informatique distribuée, le réseau, c'est juste critique. Et donc, le parti pris qu'on a, c'est, d'où l'offre de formation académie, c'est de dire, on va staffer doucement, on va essayer de les aider en prenant des formations sur étagère, en les coachant, en les mentorant, pour qu'ils prennent effectivement toute la mesure de toute la stack. Et donc, chacun va à son rythme. Et on préfère quand même, même si on peut estimer qu'on n'est pas très rapide, on préfère quand même investir sur ce spectre très large. Derrière, après, on a tout un ensemble d'experts réseau, d'experts sécurité qui sont toujours à disposition, mais c'est toujours agréable pour une équipe d'avoir quelqu'un qui est capable de faire un peu la synthèse et d'activer les experts au cas où, mais pour l'équipe, c'est plus simple. Donc, on prend le temps, c'est dur, c'est challengeant pour les architectes full stack, je le vois en fait. Quand on vient du développement, c'est dur de monter sur l'infrastructure, et quand on vient de l'infrastructure, c'est dur de monter sur du développement, mais c'est souvent aussi motivant, parce que ça leur permet d'ouvrir un peu des compétences ou des connaissances qu'ils ne voyaient pas avant. Donc, c'est dur, mais le feedback qu'on a, c'est que tous nos full stacks sont plutôt assez contents de la transformation. Et en fait, on mouille le maillot, mais ça nous va bien en fait. Très bien. Alors, on a une autre question qui concerne le retour que vous avez finalement de vos interlocuteurs, hein, donc les équipes projets, les métiers. C'est quoi le feedback qu'ils vous font par rapport à ce repositionnement finalement de l'architecture? Est-ce que Alors, vous en avez déjà ou... oui, oui. Alors pour l'instant, on a plutôt un très bon feedback. En fait, dans l'introduction, ça a été mentionné. C'est vrai que les architectes, on avait la réputation d'être un peu tour d'ivoire. C'est-à-dire qu'on venait souvent expliquer aux équipes ce qu'elles devaient faire, donc ce qui n'est pas toujours facile à prendre pour une équipe quand même. Et puis comme l'architecte qui était très en amont et qui passait d'un projet à un autre, on n'arrivait pas à construire en tant qu'architecte cette proximité avec l'équipe. Donc ce qui est apprécié par les équipes, c'est que, il y a moins de types d'architectes, ce qui ne veut pas dire moins d'architectes, mais il y a moins de types d'architectes, donc c'est plus simple de savoir à qui poser la question. Comme l'architecte se rapproche de l'équipe, il est dans l'équipe, l'architecte devient plus accessible, un peu moins père fouettard, si je peux prendre l'expression, il est plus en support de l'équipe. Il vient aider l'équipe, il vient potentiellement challenger un peu l'équipe, mais il vient surtout l'aider. Et ça, c'est très, très apprécié par les équipiers sur le terrain. Donc, on a moins ce ressenti que oh non, il y a encore l'architecte qui arrive, il va falloir que je me justifie sur les choix que j'ai faits, il va me dire que c'est pas bien, il faut que je recommence tout. On a moins ça. Et ça, c'est très bien vécu. En gros, Et voilà, c'est donc, les deux feedbacks qu'on a. ouais, et les équipes se sentent, vous parliez de créer un environnement sécurisant pour prendre des décisions d'architecture au niveau de l'équipe. Ça, c'est effectif, c'est-à-dire que les équipes, effectivement, sont en mesure de prendre leurs décisions d'architecture. Qu'est-ce qui fait que vous avez cet environnement sécurisant? Alors, on essaye de le créer, c'est pas toujours facile. Alors, une des façons de créer le cadre sécurisant, c'est de bien expliquer aux équipes quels sont les choix de l'entreprise en matière de technologie, par exemple. Chez Michelin, par exemple, on a une tendance à plutôt développer en Java que d'autres technologies. Donc, il faut bien expliquer aux équipes que le cadre dans lequel ils doivent évoluer, c'est celui-là. Et on essaye aussi de leur dire, vous avez peut-être des bonnes raisons de ne pas utiliser ce cadre-là parce que vous voulez faire votre solution, je ne sais pas, elle a besoin d'une base de données graph parce que vous êtes plutôt sur des objets en relation, mais pas relationnels au sens SGBD, mais plutôt un graphe de réseaux sociaux, par exemple. Bon, on n'a rien au catalogue pour ça, vous avez le droit de regarder une autre technologie parce que ça va répondre à votre besoin. Alors ça, c'est l'intention qu'on a. C'est pas toujours simple parce que
il faut aligner toute l'organisation SI Michelin. C'est-à-dire que si une équipe vient avec une nouvelle technologie de base de données graph, tout le monde ne va pas regarder ça en disant non mais pourquoi ils ont pris ça, en fait il fallait qu'ils prennent la techno standard au catalogue et vous n'avez pas le droit de faire ça. On a encore ces réflexes-là qui sont de moins en moins nombreux, mais on en a encore. Donc ça peut être mal vécu par les équipes. Donc on n'y est pas encore, on progresse, on essaye de faire en sorte que ça soit sécurisant, on essaye aussi d'expliquer qu'on a le droit de se tromper, y compris d'ailleurs les architectes. Le principe de l'agile, il vaut mieux se tromper tôt et pivoter vite que se tromper tard et tout refaire, ce qui est beaucoup plus coûteux. Ça s'applique aussi aux architectes et à l'architecture. Il vaut mieux prendre une mauvaise décision vite qui a peu d'impact qu'une mauvaise décision à la fin qui a beaucoup d'impact. Et on leur dit, ok, on s'est trompé. On essaye de créer cet environnement où on a le droit à l'erreur. Après, je ne dis pas que tout le monde accepte le droit à l'erreur parce que ça va générer des surcoûts ou des délais, mais après, voilà, il faut discuter. Très bien. Donc, ce que vous décrivez, c'est finalement un grand processus de transformation de la fonction architecture. Vous disiez tout à l'heure, si j'ai bien noté, que ça fait 2 ans que vous avez commencé. D'après vous, donc on voit bien que c'est un processus de montée en maturité qui est forcément assez long, avec une nécessité de formation grâce à votre académie. D'après vous, le processus global pour Michelin, ça sera combien de temps? C'est 3 ans? C'est quelle échelle de temps? Moi, je pense que, d'ailleurs, on est en train de travailler sur l'année prochaine. Je pense que à la fin de l'année prochaine, on sera à 90% de ce qu'on peut faire et le plus gros sera derrière nous, je pense. La problématique qu'on a, c'est que en ce moment, on ne peut pas se déplacer avec la pandémie, donc on ne peut pas aller parce qu'en fait, donc le virtuel, comme on fait maintenant, ça fonctionne, mais pas pour tout non plus, et venir expliquer la transformation à des architectes américains à distance, sans être là un peu au quotidien pour les aider s'ils ont des questions. Ça nous a freinés, donc on espère qu'en 2021, ça va se détendre un peu de ce côté-là. Et puis, on a aussi fait des choix en construisant Continuous Architecture. On a construit Continuous Architecture sur le principe agile. Donc, on fait des MVP. Alors, c'est des MVP tous les 6 mois. Donc, je prends un exemple. Quand on regarde les pratiques comme Domain Driven Design, qui sont assez populaires en ce moment, on n'aide pas beaucoup nos architectes là-dessus, et on sait qu'on doit les équiper avec des kits, des pratiques pour les aider, ou des formations d'ailleurs. Et donc, on n'a pas fini de construire Continuous Architecture. Donc, je dirais qu'à la fin de l'année prochaine, on aura un MVP qui est, à mon avis, conséquent, et on aura couvert 90% de la population qu'on souhaite couvrir. Ouais, donc on voit bien que c'est un processus relativement long, comme on a pu voir que la généralisation de l'agile à l'échelle était aussi un processus de maturation assez long qui prend plusieurs années. C'est la même chose pour l'architecture finalement. Exactement. Alors j'ai une question dans le chat autour du rôle de chef de projet. Alors et son positionnement par rapport à l'architecte. Alors il y a plusieurs questions dans la question. Il y a une question sur déjà que devient le chef de projet dans une structure agile, et ensuite quel partage de responsabilité entre le chef de projet et l'architecte. Alors, sur la première partie de la question, on a toujours des chefs de projet chez Michelin, même si on a plutôt des Scrum Masters ou des Team Leaders maintenant, comme on les appelle. Le chef de projet, enfin les activités de chef de projet, c'est pas forcément une personne, ça peut être, mais les activités de management de projet, il en faut toujours parce que toute l'organisation Michelin n'est pas passée à l'agilité. Donc on a on va dire des poches dans l'organisation qui sont encore dans une approche, on va dire, un peu plus traditionnelle. Donc, on sait que à ces interfaces entre agile et traditionnel cycle en V, il peut y avoir des frictions. Et donc, on va mettre des activités de management de projet pour aider à les atténuer. Donc ça, c'est la première partie. Après, on n'a objectivement pas trop de problématiques de recouvrement entre ces chefs de projet ou ces Scrum Masters et les activités d'architecture. Alors, est-ce que c'est
contextuel à Michelin parce que les profils qu'on a et qui font ces rôles de management de projet et de Scrum Master n'ont pas d'appétence pour faire de l'architecture. Je ne sais pas, je dirais que moi personnellement, j'ai jamais. Ça peut arriver d'avoir un chef de projet qui veut faire de l'architecture et objectivement, il faut le laisser faire parce que c'est un membre de l'équipe. Donc, au même titre que les autres, il a le droit de contribuer à l'architecture. Et du coup, si on place l'architecte en gardien du temple et coach de l'équipe, euh, l'architecte ne va pas lui répondre en lui disant non, attends, c'est pas ton job de faire de l'architecture. Il va plutôt se mettre en position d'écoute un peu bienveillante et le challenger s'il y a des problèmes sur les éléments qui va remonter. Mais c'est un membre de l'équipe et il a le droit de contribuer aux activités de l'architecture. Donc c'est comme ça qu'on le gère en fait, je pense. Ok, très bien, merci pour cette réponse. Je vérifie dans le chat. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres. Ah, si. Alors, j'ai une question générale sur les menaces qui pèsent sur le métier d'architecte, notamment en termes d'externalisation, d'offshoring, le fait qu'on fasse aussi de plus en plus retour au cloud, hein, dans les évolutions actuelles qu'on a autour du SI. Est-ce que vous avez identifié des menaces pour le métier d'architecte? On sait que dans un certain nombre d'entreprises, régulièrement, on supprime des équipes d'architecture, hein, donc je ne crois pas que ce soit le cas chez Michelin. Alors non, pas du tout. Au contraire, je dirais que sur les 5 dernières années, avec ce que je disais tout à l'heure sur la réinternalisation d'un certain nombre d'activités, développement, infrastructure, on a même plutôt augmenté le nombre d'architectes. Et de façon significative, je dirais, on doit être à une trentaine de personnes quand même. Donc on n'a pas du tout ce problème-là. Et donc on n'a pas identifié de menaces, on a plutôt identifié en réalité des opportunités. On mentionnait le cloud à l'instant. Effectivement, designer une solution sur des services cloud, quel que soit le provider, il y a toujours de l'architecture. C'est pas tout à fait la même nature de travail parce que on va pas, quand on dit full stack, quand on est dans le cloud, on va pas descendre dans les couches très basses, mais on va quand même regarder le réseau. Et puis assembler des services cloud, ça demande des compétences en termes d'architecture qu'il faut. Et alors ça, on l'avait vu venir, mais c'était peut-être pas quelque chose qui était très entendu. La promesse du cloud qui est tout est simple, tout est facile, etc. En fait, oui, sauf qu'il y a toujours besoin d'assembler des composants entre eux. Il y a toujours ces problématiques-là qu'on a aujourd'hui sur nos solutions qu'on héberge nous-mêmes. Et ben on a à peu près les mêmes côté cloud. Et finalement, designer une solution qui s'appuie sur du cloud, il y a toujours des travaux d'architecture. Et c'est par contre, ça change un peu nos compétences et du coup, on le transforme en opportunité. Et du coup, on n'a pas vraiment de menace aujourd'hui qui pèse sur les architectes, je dirais. Ok, je dirais même au contraire, et c'était un petit peu notre message, hein, c'est plus on est dans un monde complexe, ouvert et Ouais. ambigu, plus on a besoin d'architectes pour maîtriser tout ça. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un feedback d'équipe qui disent, mais quand les architectes sont pas là ou prennent pas les décisions, ça nous perturbe. C'est-à-dire que les équipes ne sont pas non plus prêtes à prendre toutes les décisions et elles ont besoin de s'appuyer sur des architectes. Et quand les architectes ne sont pas là, les équipes nous disent qu'il faut que les architectes soient plus présents dans l'équipe. Donc, non, on a plein d'opportunités et c'est un moment très excitant pour être architecte, moi, je dirais. Ok, bah écoutez, sur ce message positif, je pense on va clôturer la session parce que je vois que le temps file et ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est tous ensemble. Euh, donc cette conversation Unex sera disponible également sur YouTube et pourra être revue en replay. Et nous restons bien évidemment disponibles, hein, pour prendre également des questions par mail si certains des participants souhaitent nous recontacter ultérieurement. Voilà, merci beaucoup Olivier, merci à tous pour cet échange. Et donc on vous donne rendez-vous à une prochaine conversation Unex de Centrale Supélec. Au revoir. Merci à vous.